Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission F2M Toulouse, la seule émission de la bande FM qui parle du Toulouse Football Club. Bienvenue si vous nous regardez en live, bienvenue si vous nous écoutez en podcast. On est ensemble pendant 1 heure dans une grosse émission, la 341e. Je vous donne la composition dans un instant, alors qu'il se passe des choses en cabine. Vous avez l'habitude maintenant, vos chroniqueurs préférés arrivent tous en retard, c'est la loi du jeu. La composition... Pour ceux qui viennent. Oui, pour ceux qui viennent, ouais. Notre gardien ce soir, on espère qu'il ne va pas glisser. D'entrée de jeu, c'est le gardien de la technique vidéo et des réseaux sociaux, c'est notre cher Vincent. Comment il va ? Ça va super, merci. Et toi, Sacha ? Ça va très bien. J'ai glissé hier, du coup je félicite mon grand ami Oxens qui n'est pas là parce que je lui ai fait la cheville pour avoir mis une retournée acrobatique en pleine lucarne sur un match amical entre la 1 et la 2 du SNT. Est-ce qu'il y a une preuve vidéo de ce moment ? Non, mais j'étais là, je peux le prouver. Il est témoin de moralité. Témoin, bon, ça ira. Chapeau. Il est Montpellier attention. En défense, justement, je vais te mettre en défense. Tiens, le Montpellier. Hein. Il avait dit qu'il reviendrait une fois qu'il gagnerait, mais pour des raisons évidentes de ne pas le mettre au chômage, on l'a fait revenir avant. Ça fait un peu long d'atteindre route, ouais. Bonne année 2025, Ben. Écoute, merci, elle démarre parfaitement parce qu'elle a fini avec le Puy-en-Velay et elle continue avec Angers, donc le bonheur est là. Dans la continuité. Très content, totalement, mais très content d'être de retour en tout cas pour cette nouvelle année. Allez, au milieu de terrain, c'est le président des Andy Tolosa qui vous ont fait profiter de leur magnifique bâche au stadium ce dimanche. Pour ceux qui avaient une belle vue, oui, pour ceux une bonne vue. Voilà, ils ont peut-être pu apprécier le travail de l'artiste. Il fallait pas être un peu myope, mais nous on l'a vu. En tout cas, c'est ce qui compte, c'est notre cher Nathan. Ouais. Est-ce que tu l'as vu en double ou... C'était avant le match, donc normalement c'était encore pas. Bon, très bien. Ça va très bien, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et en attaque, il va avoir la double casquette ce soir, ça tombe bien, on a beaucoup parlé de VAR et d'arbitrage ce dimanche, on s'est posé des questions, on a notre arbitre sur le plateau de la feuille de match ce soir qui va aussi jouer attaquant, c'est notre cher Clément, comment ça va ? Le micro vert n'est pas allumé je pense. Écoutez, ça va très bien maintenant que mon micro est allumé. Écoutez, j'en avais gros sur la VAR, sur l'arbitrage, tout ça, mais on en a discuté et j'ai l'impression d'être un petit peu seul, donc je vais ravaler mon sel et on va parler foot. C'est vrai qu'on essaie de discuter un expert dans son domaine quand même. C'est vrai. Pour coacher tout ça, elle vient d'arriver, elle est en cabine, elle s'est sentie un petit peu abandonnée après le match. Moi j'étais là, on l'a vu. Tous les autres sont partis, peut-être qu'ils avaient le goût amer de la défaite, mais moi j'étais là pour rester avec elle, c'est Nadia. J'espère que tu vas bien, Nadia. Oui, ça va, merci. Bonsoir tout le monde. Et je suis arrivée pile poil. Et effectivement, merci Sacha. Voilà. Désolé, on avait les pieds froids. Désolé. J'espère que tu en tireras les bonnes conclusions sur les gens qui t'aiment bien dans cette équipe. Et le coucou à tes parents, j'en profite. J'espère qu'ils écoutent. Le programme de cette émission, il y a un gros programme puisqu'évidemment on va vous donner les actus du TFC, mais aussi revenir sur les résultats des féminines de l'académie et des professionnels, donc le retour de match TFC Strasbourg. Et on aura aussi la présentation de la Coupe de France avec TFC Laval qui arrive dès demain, avec Simon du Space Allo Tango qui sera normalement avec nous par téléphone. Vous pouvez évidemment réagir en direct avec nous sur les réseaux sociaux de la feuille de match, le compte Twitter FDM Toulouse, les vidéos live sur Facebook, sur Twitch, sur YouTube, la feuille de match et puis Radio Occitanie au 98.3. Si jamais vous voulez intervenir directement dans l'émission et débattre avec nous, ça se passe au 05 61 80 40 40. Vincent, est-ce que tu peux nous dire s'il y a du monde qui est connecté ou pas ? Et oui, il y a du monde. On a Rémi Larieux, notre hater numéro 1 sur YouTube. On a Olivier, Lucas et Thierry sur Facebook. Et on salue Freefly sur Twitch. Je crois que j'avais vu passer Squeak09 un petit peu avant le début du live. C'est des pseudos, tu vois, ça me fait plaisir de les revoir. Ils sont là pour toi. C'est ça. Camille, ils a pas ceux-là. Justement, les absents, on les embrasse très fort. Camille, Arthur, Fred, qui est un absent de dernière minute, malheureusement. Mathilde, Oxens, Elliot, Rémi et Mehdi. Normalement, j'ai oublié personne. Non. Si c'est bon, on peut y aller pour la 341e émission. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Et on démarre en sortant les bougies, tout simplement, puisqu'aujourd'hui même, c'est l'anniversaire de notre cher numéro 10, Yann Boho, qui fête ses 24 ans. Encore un joueur qui est de ma génération et qui est professionnel, alors que moi, j'en suis encore très loin. Tu aurais fait même match dimanche, je te rassure. Ah, ça, on en reparlera tout à l'heure. Donc, on lui souhaite un joyeux anniversaire, et je souhaite aussi un joyeux anniversaire à Léa, comme quoi j'avais promis tout à l'heure de le faire. Donc, j'espère qu'elle nous écoute et qu'elle se reconnaîtra. Les autres news, c'est tout simplement nos joueuses et joueurs qui sont sélectionnés en équipe de France, mon cher Vincent. On va commencer avec du futsal féminin, puisqu'on a Alexandra Tamianiuk qui est sélectionnée. C'est pas la première fois, c'est une joueuse habituelle. Il y aura 2 matchs contre la Croatie cette semaine. Une autre Toulousaine qui évolue elle au Toulouse Futsal Club, Laure Boissino, est elle aussi convoquée. On a des jeunes aussi.
Ouais, on a des jeunes avec des U17 et des U16. Donc pour les U17, on a Alexis Vossa, Mathéo Mache, je sais pas comment on prononce, et Thibaut Nègre, vous les connaissez normalement, et ça fait plusieurs fois que lui est sélectionné, qui seront donc convoqués pour un rassemblement à Clairefontaine avec des matchs amicaux contre des U19. Ce sera ceux de Lille et de l'Estac. Et pour les U16, c'est notre gardien Victor Lanlot qui est convoqué pour 2 amicaux contre le Luxembourg. Il y aura peut-être d'autres sélectionnés qui viendront dans les jours, les semaines et les heures à venir. Vous pouvez suivre sur Insta, sur Twitter, toulouse.info qui nous donne à chaque fois les informations en avant-première. On le remercie pour ça. Et puis voilà, encore un gardien toulousain qui est sélectionné chez les jeunes. On commence à en avoir l'habitude. C'est notre marque de fabrique, donc on en profite. Noël Amadi. Eh oui, de retour. On l'accueille. De retour de près du Paris 13 Atlético. 11 rencontres, pas alignées depuis début novembre. Il revient au TFC. Nouveau prêt, renfort 1-3, renfort 1-1. Messieurs, je vous laisse libre de discuter de ce retour de Noël Amadi qui était absolument pas attendu. Moi j'aurais tendance à dire renfort N3 vu ses perfs on va dire discutables cette saison avec le Paris 13 Atlético où il était prêté. Je le vois mal intégrer le groupe pro, mais je peux me tromper, donc à voir. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Quelqu'un a dit chez nous dans le groupe, là, il a dit c'est souvent peut-être pour pallier au fait que Canvo monte avec les pros, peut-être, c'est toi qui l'as dit, peut-être définitivement ou du moins pour quelques semaines. Donc, ouais, je pense que c'est plus pour la N3, à mon avis. Bah, c'est sûr qu'avec la blessure de Schmitt, on va voir ce qui se dessine. Ah oui, en plus, oui, c'est vrai. Ouais. C'est quand même un joueur qui a rarement eu sa chance en Ligue 1. On l'a vu un petit peu en Coupe de France. Ouais, Coupe de France. Ouais. Mais un prêt qui se termine prématurément comme ça, c'est jamais vraiment bon signe. Il n'est pas dans le groupe pour demain, de toute façon. Il n'est pas dans le groupe, non. Il n'est pas dans le groupe, au même titre que quelques autres joueurs. Ouais. Il n'avait peut-être pas le preview avant. On enchaîne avec la préformation. On va faire les choses dans l'ordre, t'as raison. Merci. Avec la fabrique Violette qui, comme son habitude, nous fournit les informations pour nos tout jeunes avec les U10 qui ont remporté le tournoi national futsal des rois et des reines à Crolles dans le 38 et les U14 qui ont battu Blagnac 2-0, qui termine la première phase de régional en tête à la première place. De leur côté, les U15 ont gagné 3-2 Canal Nord et les U16 ont perdu 2-1 à Balma. Au niveau de l'académie, il y a eu un gros match, un derby de la Garonne du côté de la N3, Vincent. Jusqu'à avait toussé, je te remercie. Match nul 1 partout samedi sur Annexe 1 contre la réserve des Girondins. But de Camara à l'heure de jeu après une ouverture du score de Bordeaux quelques minutes avant. Le TFC passe 3e à 3 points du leader Bayonne, mais avec un match à moins toujours. Les U19 ensuite, plutôt les U18, c'est la grosse performance du week-end puisque c'était la Gambardella. Vous vous rappelez peut-être du tirage qui n'était pas facile, c'était l'Olympique de Marseille. Et bien nos Pitchouns se sont qualifiés, l'Olympique de Marseille tenant du titre. On était mené 2-0 à la mi-temps et Enzo Fati a marqué 2 pénaltys coup sur coup avant l'heure de jeu. Bélagot donne même l'avantage avant que Marseille n'arrache le nul dans les derniers instants. Mais au tir au but, Niflor arrête les 2 premiers tirs et Toulouse transforme les siens. Victoire 4-2. Le tirage au sort de la suite, c'est jeudi à midi. On vous donnera évidemment ça sur les réseaux sociaux. À noter que les U17, eux, ne jouaient pas tout simplement. Et que voilà, la Gambardella, c'est une compétition qui ne réussit bien depuis quelques années. On se rappelle de la génération 2019. Les Amin Adli, les Manu Koné, etc. Si jamais on peut retourner au Stade de France, que ce soit chez les filles, chez les mecs ou chez les jeunes, on va pas se priver. Et en parlant des filles, on va passer au débrief de ce qui s'est passé ce week-end du côté de notre section féminine. Oui, la frappe de Niville. Oui, ça va voilà, magnifique. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM, et ça, si c'est pas beau. C'est bon, ça, voilà. C'est bon. Est-ce que ce serait pas celui-là le meilleur jingle au final? J'étais exactement en train de me dire ça, je l'adore. Incroyable. Ouais. Allez, nos féminines, c'était aussi la Coupe de France. Vous avez peut-être suivi, on vous avait invité à venir au bord du terrain. Samedi dernier, il y a une victoire, dimanche dernier plutôt, il y a une victoire 3-0 face à l'OGC Nice, qui était un adversaire qu'on avait déjà joué en championnat. Nos violettes, elles ont fait le taf, elles passent au tour suivant. Il y a eu un but de Lapassouz et de Solané sur penalty, avec aussi un but contre son camp, donc 3-0. On avait Mathilde, nous, qui était au bord du terrain, qui nous a fait un petit résumé du match, mais vous avez l'habitude, si vous écoutez la feuille de match, les réactions qu'on vous donne, c'est celle du coach Antoine Gérard, qui nous a fait des messages vocaux, comme à chaque fois, les questions qu'on lui a posées. On l'a d'abord évidemment félicité pour la qualification, une victoire 3-0 sans accroc. On lui a demandé si il s'attendait à un match comme ça, aussi facile, avec une belle victoire à l'arrivée. Merci pour la qualif. Ça a été un bon match vraiment de la part des filles. Elles ont été, je trouve, sérieuses. Après 15 jours de repos, elles ont super bien abordé la rencontre. Nice est une équipe qui est en plein doute, qui était en plein doute avant les vacances et qui, je pense, en encaissant 2 buts très rapidement est resté dans le doute. Et ça nous a permis globalement de maîtriser la rencontre. Donc ça a été très positif.
Et pour ceux qui suivent aussi les féminines tout au long de la saison, on a vu une charnière inédite sur ce match-là, puisque c'était Pauline Sierra qui était associée à Lou Jumer, la capitaine. Donc on a demandé au coach pourquoi ce choix, tout simplement, qui pouvait paraître un petit peu surprenant. Concernant Pauline Sierra, qui était associée à Lou, effectivement, on avait testé cette association avant les vacances de Noël parce que Marine Genet était absente contre Bilbao sur le match amical. Ça avait plutôt bien fonctionné et c'est vrai que j'ai souhaité maintenir cette charnière-là sur ce match. Et je trouve que dans la découverte d'un nouveau poste, Pauline a été plutôt performante contre l'OGC Nice. Donc voilà, ça a été positif. Le tirage au sort de la suite, il est déjà tombé. Nos violettes, elles seront opposées à Fleury, une équipe de D1 qui vient de qui vient de tenir en échec le PSG en championnat et qui a déjà fait des très beaux parcours en Coupe de France sur la dernière saison. Donc on a demandé tout simplement qu'est-ce qu'ils pensaient de ce tirage qui s'annonce pas évident. Concernant Fleury, c'est un tirage au sort qui est forcément difficile en termes d'adversité et de rapport de position. Fleury, c'est une équipe qui finira en play-off, je pense, en D1 à la fin de la saison. C'est une équipe qui présente énormément d'international, je pense quasiment à tous les postes, d'international ou d'anciennes internationales ou même de futures internationales parce qu'ils arrivent à recruter aussi des jeunes joueuses en devenir. Voilà, c'est forcément un rapport de force qui au départ paraît déséquilibré. En Fleury, je pense que c'est 10 fois notre budget, mais c'est la Coupe de France et comme depuis le début de saison et comme à chaque fois en championnat, on préparera le match de Fleury pour le gagner. Ce 8e de finale, donc, il est prévu pour le week-end du 25 janvier. On a tiré, on reçoit tout simplement à domicile. Donc, on lui a demandé si c'était l'occasion, pourquoi pas, de rejouer une nouvelle fois au stadium. Et aussi, est-ce que l'exploit était possible ? Je suis incapable de vous dire sur quelle surface on jouera, sur quel terrain, à quelle heure, quel jour. La N3 joue le samedi soir, les pros le dimanche après-midi, tout le monde à domicile. Donc il va y avoir un embouteillage un peu de rencontres. J'espère qu'on arrivera à trouver une solution pour que ce match soit une belle fête. Et il n'y a pas que la Coupe de France dans la vie de la section féminine, il y a évidemment aussi la Seconde Ligue qui reprend dès ce week-end avec un déplacement à Rodez en championnat. On lui a demandé tout simplement pour finir de nous présenter un petit peu cet adversaire pour voir comment on pouvait aborder le match de ce week-end. Concernant Rodez, c'est une équipe qui a eu du mal à démarrer le championnat, qui a mis du temps à gagner son premier match, mais qui depuis s'est bien repris. Elles ont quitté les 2-3 dernières places. Voilà, c'est une équipe qui avait une bonne dynamique avant de partir en vacances. Ce sera un match, je pense, accroché, qui se jouera sur un super terrain et le beau stade Paul Lignon. Voilà, on va de toute façon nous essayer de reprendre notre dynamique de victoire en championnat qui nous a quittés déjà depuis 2 matchs et ça fait long. On a envie de prolonger les émotions positives de la coupe de dimanche samedi prochain. On remercie beaucoup le coach Antoine Gérard de nous avoir livré ses impressions comme il le fait très souvent. Chaque émission du mardi, vous retrouvez ses réactions. On le remercie encore une fois. On vous rappelle que les filles aussi de la réserve, donc de la R1, se sont imposées 3-0 contre la réserve d'Albi Marsac avec un doublé de Géné et un but de Étienne. Le TFC reste leader de son groupe avec le même nombre de points que la SPTT Montpellier, donc la section féminine qui a des choses à jouer sur tous les tableaux. On a une équipe en seconde ligue qui est dans le haut du panier, qui est toujours en lice en Coupe de France, et même la R1 qui performe aussi. Si vous êtes intéressé par les féminines de l'Académie, on vous rappelle qu'on vous poste le programme chaque vendredi à 16h sur nos réseaux et les résultats le lundi à 16h également. Si tout le monde est prêt, on va pouvoir passer au journal des prêtés, avec la première fois que je vais entendre ce jingle. C'est passé 2-3 dingueries. Mais non! Il a pris un gros rouge à la 41e pour avoir tout simplement empoigné un adversaire par la gorge. Ce gros faisant de Saïd Amoulic. Rien à signaler non plus, une note moyenne, pas de passe D, pas de but. On va passer au journal des prêtés. Chers camarades, quel bonheur. La feuille de match dérange. Après Zanden, Hog, voici un nouveau prêt qui s'arrête après celui de Noah Lamadi. Qui peut croire ici que c'était un hasard? Chaque semaine, on recycle nos chroniques comme un lavage de cerveau. On prononce des phrases comme match nul, 1-1 du Paris 13 Atlético, performance moyenne de Gelabert, nouvelle défaite de Hog ou Amoulich, pas dans le groupe, inlassablement, de semaine en semaine, comme on récite un sermon. Et si le TFC se servait de nous pour passer des messages codés à ses émissaires de la data? La preuve, le pauvre Clément a bien vu que quelque chose ne tournait pas rond, il a même lâché sa chronique depuis plus de 2 semaines. Voyons un peu. Que des joueurs moyens, des flops data dont on ne se débarrasse pas vraiment alors qu'on sait qu'ils ne rejoueront plus chez nous. Qui peut être naïf pour croire que Sissoko marquera un jour au stadium, hors annexe Bristaton?
Ce n'est qu'un vaste complot de Redbird pour se débarrasser de joueurs sans avoir l'air de le faire. Regardez Saïd Molic. Depuis l'annonce de son but par Clément à la fin du mois d'octobre, le roi des faisans est toujours blessé. Étonnant. Il marque un jour d'Halloween puis disparaît et personne n'est alarmé. Où fête-t-on le plus Halloween ? En Angleterre. Qui joue en Angleterre sous les ordres d'un entraîneur déguisé en alcoolique ? Ibi Sissoko à Plymouth. Ibi qui enchaîne un deuxième banc d'affilée sans entrer en jeu en FA Cup où son équipe de Plymouth a réussi à s'imposer sur la pelouse de Brentford, club de première ligue, 1-0. Ils recevront Liverpool pour la 6e de finale. Liverpool, équipe qu'on a battue au Stadium, comme par hasard. Le dernier match d'Ibi est le 1er janvier, date de naissance d'Isiaga Silla, sans sosie au pied carré. Regardez encore de plus près. César Gelabert marque son premier but avec Rijon lors du nul à Oviedo, 500 jours après son dernier but face à Lens. Que s'est-il passé 11 janvier ? César franchit le Rubicon et déclenche la guerre civile à Rome. Rome, le dernier but au TFC de Begraoui. Coïncidence. Et si vous faites encore plus d'épreuves, Noël Amadi n'a plus joué avec le Paris 13 Atlético depuis le 22 novembre 2024, soit 61 ans jour pour jour après l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. JFK. Si on remplace le J par un A, ça donne Aïka, club suédois où a failli signer Oliver Zanden. Maintenant, non, vous ne pourrez plus dire que vous ne le saviez pas. Putain, ils sont forts. C'est... Voilà, c'était un hommage à Clément quand même. Bah écoutez, très content de vous avoir délégué ce journal de traité. Clément, là, on a mis la barre très haut, je pense. On a tiré comme des chefs. Waouh, cette émission s'améliore de jour en jour. Continuez de nous soutenir et à payer des subs. Vous voyez où l'argent part. On paye des gens pour écrire ce genre de chronique, c'est fabuleux. Ou pour les soigner. Ou pour les soigner. Et puis dans le chat, n'hésitez pas à creuser. Je pense qu'ils ont soulevé quand même un paquet de points intéressants. J'ai hâte de voir les prochains prêtés. On parle bientôt, mais ce sera le journal du prêté bientôt. Oui, il reste plus grand monde. Parce qu'il reste plus grand monde. Et si vous voulez qu'on boucle la boucle, je peux même vous annoncer que Begraoui a marqué son premier but avec Estoril il y a peu. Oui, c'est vrai. J'ai vu passer l'info. Un but dégueulasse d'ailleurs. Mais Begraoui. Clément, on t'a volé ta chronique. J'espère que tu es prêt à te remettre en selle d'entrée dans le retour du match TFC Strasbourg. C'est maintenant. TFC Strasbourg, donc le dernier match de cette phase allée de la saison 24-25 de Ligue 1, défaite 2-1 malheureuse avec la plus faible affluence de cette saison, 22 042 spectateurs au stadium dimanche. TFC qui est 8e avec 24 points à 4 points de la 6e place synonyme de Conference League et avec 8 points d'avance sur le barragiste. Je vous rappelle la compo pour ce match, on avait Guillaume Rest dans les buts, on va en reparler, Marc Mackenzie, Charlie Cresswell, Oumit Agdar, on va en reparler aussi, Aaron Donum, Christian Caceres, JD Canvo qui a enchaîné sa deuxième titularisation consécutive, Gabriel Suazo, Zakaria Abourlal, Joshua King et Yann Boho sont rentrés en jeu. Jean-Ro et Magri à la 69e et Babika et Zaitz en fin de match. Quels sont vos points que vous voulez aborder sur ce match, messieurs? On commence avec toi, Vincent. Un match qui semblait maîtrisé mais insuffisant, beaucoup de déchets en défense, le bricolage n'a pas marché, c'est dommage. Dur de te passer des cadres sur un match comme celui-là, tu offres le premier but et tu te fais transporter sur le deuxième, et pour moi tu as ta place sur cette première partie de saison. Nathan? On est vite mis dedans sur des erreurs individuelles et on perd le match dans les 20 premières minutes dans un match qu'on pouvait maîtriser face à un adversaire d'un niveau similaire. Mon deuxième point, c'est une défaite qui peut faire du bien. Donc, défaite encourageante, la fameuse? Non, pas forcément la défaite encourageante, mais une défaite, voilà, on sait ce qui a ajusté, voilà, au niveau mercato, une marge de manœuvre qui est intéressante du côté du club. Donc je pense que ça peut remettre aussi des têtes à l'endroit qui rêvaient un peu d'Europe, peut-être insistamment. Et mon troisième point, c'est une équipe strasbourgeoise bien en place, mais à un autre niveau, qui a su profiter de nos erreurs, comme on a pu le faire à Lens la semaine passée. Alors moi je vais être un petit peu peut-être l'oiseau de mauvais augure, parce que j'ai quand même un ressenti un peu plus négatif que vous les gars. Moi je trouve que c'était une défaite logique face à un adversaire que j'ai trouvé meilleur tant collectivement qu'individuellement. Je trouve que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu notre défense autant en difficulté et en galère. Et je rejoins Ben sur le fait que l'absence de Siro notamment montre pour moi son importance. L'équilibre défensif de l'équipe a foutu le camp en même temps que son genou. Juste avant que je vous donne la parole là, sur cette absence des cadres, parce que c'est quelque chose qui est revenu beaucoup, on a les avis quand même des absents, des malheureux absents, des regrettés. Fred et Camille, tu veux nous les lire, Vincent? Je vais te faire Camille parce que tu dois faire Fred en imitant Fred. Donc Camille, ce match nous montre que quand nos deux tauliers sont absents, c'est compliqué. Donc Siro et Sidibé, 8e de la phase allée, on aurait tous signé, profitons. Ajustons-nous sur ce mercato car manque de profondeur de banc et allons chercher un petit truc en fin de saison.
Canvo c'est bien, mais il faut arrêter de dire qu'il est supérieur à Siro. Son étiquette de pitchoun lui donne du crédit. Il a 2 matchs dans les jambes, tranquille, de plus très peu de passes vers l'avant, contrairement à notre capitaine. Solution à court terme, c'est bien, mais ne nous enflammons pas. Attention à la pitchounite pour signer Yves qui est l'auteur. Maladie du supporter toulousain, dès qu'il voit un jeune joueur jouer un match en pro, il s'enflamme. Pélican, Pancote, El Mokedem, Antiste, etc. Reste à rendre hommage à Steven Gerrard. Agdad, c'est compliqué, mais faute de mieux, 3 points de suspension. C'est joliment dit. T'as oublié la dernière phrase qui dit que C'est Zaitz peut-être la plus belle. Hein. Zaitz a pris sa prime car il est rentré dans le temps additionnel. Bravo. Et entre parenthèses, j'ai écrit c'est déjà les 3 minutes de bonheur en plus. Je m'y mélange moi. Les chroniques s'interchoquent. Tout fusionne. S'interchange. Ça a du plagiat de partout. Ouais. Synergie dans la feuille de match. Allez, Fred ou Fred? Tu veux que je fasse Fred avec la voix de Fred? Il y a eu un sub, donc c'est obligé. Après, on est quand même pressé, donc il faut Fred dans l'accéléré à 1,5. Que je te dise, il y avait 7 minutes, quoi. C'est difficile. Hein. On se tue le match. Strasbourg, ils exploitent nos faiblesses, mais bon, on n'était pas loin. Quoi. On n'était pas loin. Si on veut, je pense que si on veut aller plus haut, ça, il faudra un peu plus un alignement des planètes, quoi, comme ce qu'on a eu les semaines précédentes. Mais bon, je pense pas que ce soit un coup d'arrêt, quoi, ce match. Il ressemble à Courbis un peu, Fred. Oui. Ah, c'est Fred Courbis, c'est beau. Malade. C'est beau. J'ai pas pu pratiquer pendant 6 mois, tu vois, c'était un petit peu dur. C'est un très très bel hommage. Écoutez, Camille en parle dans son point, Clément en parle, Ben, vous en parlez tous les deux. L'absence des cadres, ça influe forcément sur les choix qui ont été faits au départ, sur le déroulé du match aussi. Sidibé et Siro qui sont pas là, les deux. Et finalement, on est tout de suite plus en difficulté. Ouais, moi je vais commencer parce qu'en fait déjà l'absence de Sidibé fait que Mackenzie est obligé de jouer à droite alors que c'est un gaucher, donc déjà c'est jamais facile. Tu es obligé de propulser Canvo sur ce match-là qui est pas forcément un match facile contre l'équipe de Strasbourg qui est bien meilleur je pense que ce qui était prévu en amont. Si ça joue Strasbourg, c'est une bonne équipe, l'entraîneur c'est pas mal, ils ont des bons joueurs et en fait il te manque, je pense déjà tu vois que Sidibé quand il est pas là, la défense c'est pas du tout pareil. Alors ok, Agdad doit jouer. Mais je pense que même si... Enfin, je sais pas. Je pense que vraiment Sidibé, il apporte par son leadership, il protège bien le côté droit. Il fait sûrement du bien aussi à Cresswell. Donc ouais, je pense que l'absence des deux, ça a fait très mal. D'accord avec ça ? Ouais, complètement. La défense, vraiment, là, ça commence à être un petit peu décimée. Hein. Bon, l'absence de Nicolaisen, on avait réussi à s'en remettre. Mais c'est vrai que celle de Sidibé, on sent que c'est compliqué. Alors celui qui a vraiment sombré ouvertement, c'est Agdag. Mais... Parce que ça se voyait, mais je trouve que c'est pas le seul. On n'avait pas cette sérénité. On sentait que sur tous les contres, notamment strasbourgeois, il y avait le feu à tous les étages. Et aussi, je trouve l'absence de Siro très très préjudiciable parce qu'au milieu de terrain, on s'est fait trouer un nombre de fois en 2-3 passes. Ils arrivaient à complètement éliminer le milieu de terrain, ce qui, je trouve, arrive un peu moins souvent quand on a la paire Caceres-Siro, qui est quand même un peu plus présente, notamment défensivement. Et là, pour le coup, je trouve que l'absence sautait vraiment aux yeux, et tant de Siro que de Sidibé. Je crois que c'est Vincent qui parle de bricolage, mais en soi, quand on voit Siro qui est pas là, Sidibé qui est pas là, la compo de départ, elle est pas choquante. On fait avec nos armes. Oui, c'est bricolage parce qu'ils sont pas là en soi. Terminer n'importe qui, ça serait bricolage pareil. C'est plus sur la réaction, on va dire. Il y en a qui peuvent reprocher. J'ai vu beaucoup de réactions sur des gens qui reprochent à Humit de rester sur le terrain peut-être un peu trop longtemps. Enfin bon, après, oui. Ah, il y a des gens qui voulaient qu'il sorte on en parlait pendant le match, qu'il sorte à la mi-temps. Moi, je pense que tu le sors à la mi-temps, c'est terminé. Enfin, tu l'enterres. Je pense qu'il est déjà quasi terminé. Hein, mais... Il y a eu un léger mieux sur le deuxième. Ouais, mais imagine, tu le sors à la mi-temps. C'est fini. Le signal que tu envoies, c'est bon, mais mec, c'est terminé, quoi. Après, sans vouloir être dur avec lui aussi, même si on l'a un peu descendu pendant le match, on y reviendra après. Mais voilà, Sidibé, on l'apprend. Le suivant, oui. Sidibé, voilà, on apprend le forfait peut-être la veille, donc le temps que l'équipe se prépare aussi. Agdag, on a vu que c'était pas l'assurance au risque aussi, il avait besoin d'être en confiance. Tu sais que tu as ton leader de défense qui est pas là et que tu dois presque assurer l'intérim. Donc on ne sait pas s'il est prêt aussi psychologiquement à assumer ce statut-là, Agdag, de jouer en Ligue 1, parce qu'il vient quand même d'un championnat qui est quand même comparé à la Ligue 1 inférieure. Donc, on rappelle, c'est la D2 turque. D2 turque, il y a quand même un gap. Donc, c'est un bon club quand même, de mémoire. Ils ont tenté une coup de Chanov, mais c'est pas le même effet, quoi. Donc malheureusement pour lui, c'est passé totalement au travers, mais
mais ça prouve aussi les ajustements qu'il faut dans ce club, et que dès que t'as pas ton 11 type, t'as des joueurs qui peuvent assurer l'intérim, mais nous, si on a envie, on voit beaucoup de joueurs, on voit Comoli qui est assez ambitieux, qui veut toujours accrocher le haut du tableau, il te faut un effectif un peu plus étoffé avec des joueurs capables de rentrer dans la rotation et où tu perds pas en qualité quand tu as des blessés ou des suspendus par exemple. C'est le problème qu'on soulève depuis le début de la saison, c'est la profondeur de banc qu'on n'a pas pour en tout cas jouer aux ambitions qu'on se donne, à savoir essayer de titiller les places européennes, quoi. C'est pour ça que tu parles d'une défaite qui fait du bien entre autres. Ouais. Alors c'est une défaite qui fait du bien dans le sens où ça prouve aussi qu'on a une grosse marge de travail. Il y a une marge de manœuvre qui est intéressante puisqu'on voit que quand on a 11 types, on est une équipe qui peut embêter beaucoup d'équipes de Ligue 1. On est une équipe chiante à jouer, d'après ce que tout le monde dit, tous les coachs, tous les joueurs adverses. Mais il y a des gros axes d'amélioration. Et en fait, j'ai l'impression de reprendre un petit peu ce que j'ai dit contre Lens, où j'étais pas non plus hyper emballé par la victoire. J'avais dit que c'était très bien, que c'était solide, mais que je trouve on manque un petit peu de créativité, de liant. Bon après, forcément, on fait San Siro avec un Caceres, tu sais que tu es bon à la récupération, mais pour te procurer des occasions ou aller vers l'avant, c'est un peu plus compliqué. Là, c'était flagrant, hein, vraiment, le côté équipe coupée en deux. Donc voilà, on est assez lisible offensivement. Ça fait partie de mes axes, je pense, les axes d'amélioration dans cette équipe-là. On est solide, on est chiant à jouer. Quand on a une défense type, on est quasi impassable. Là, on a vu que effectivement, on manquait un peu de stabilité à ce niveau-là. Mais ouais, c'est vraiment dans les matchs à domicile aussi où j'ai vraiment l'impression qu'on a les mêmes schémas. Je vais prendre un exemple de Go qui va tout simplement aller quand il a le ballon, tu sais exactement. Voilà, tu joues sur tes ailiers, tu sais que ça va repiquer, tu sais que ça va jouer le 1 contre 1. On est trop lisible et ça me dérange un peu. En première mi-temps, on avait essayé les ballons dans le dos de la défense, les ballons en profondeur dans le dos de la défense où on a réussi à un peu déséquilibrer cette équipe de Strasbourg. Mais sinon, ouais, je trouve qu'on est voilà, c'est offensivement, je suis peu. Je trouve pas bon tout simplement. C'est un match où ce qui était censé être notre force, la défense et les fameux clean sheets qu'on a enchaînés ces derniers matchs, ça n'a pas marché. Même le but qu'on marque en soi, c'est un contre son camp. Donc on n'avait pas grand-chose pour nous. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est qu'il y a, comment ils disent, habillage à l'américaine. On a Clément qui nous parle d'un adversaire meilleur sur tous les aspects pratiquement, et d'autres qui nous parlent d'une équipe qui était prenable. Alors moi, j'aimerais savoir. Pourquoi d'après toi Strasbourg était meilleur que nous et pourquoi pour vous c'était pas meilleur que nous cette équipe? Alors meilleur que nous, ça se joue pas non plus, on n'est pas sur un Real Madrid Oviedo, mais je les ai trouvés beaucoup plus appliqués, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus en place au niveau des schémas, au niveau des circuits de passe. En première mi-temps notamment, on a essayé de mettre un pressing, je trouve qu'ils ont réussi quand même beaucoup de fois à en sortir, et quand ils en sortaient, ça allait très très vite derrière parce que ils en sortaient et ils éliminaient le milieu de terrain. Vraiment, je sais pas, moi cette équipe, je l'attendais pas à ce niveau-là. C'est peut-être ça aussi qui me fait dire que je les ai trouvés meilleurs que nous. C'est que j'ai trouvé que c'était une équipe vraiment encore plus chiante à jouer que nous. Et je sais pas s'ils s'attendaient eux à avoir autant le ballon, mais je trouve que notamment en première mi-temps, ils nous ont pas dominés, mais pas loin. Et je trouve qu'on a beaucoup trop subi pour un match à domicile face à un adversaire contre qui on doit faire, je pense, au moins jeu égal. Mais voilà, et je trouve qu'individuellement, ils ont aussi beaucoup de très très bons joueurs et pas mal sous-côté. J'ai beaucoup aimé leur milieu de terrain notamment. Moi, je veux dire qu'ils ont fait un meilleur match que nous, mais on pouvait quand même mieux faire, c'était prenable. Enfin, il y a vraiment les deux. Ce que je trouve, il n'y a rien à dire sur le match, ils ont fait un beau match, ils méritent leur victoire, il n'y a aucun souci. Si c'était un petit peu bougé les fesses, on aurait pu faire au moins le nul. Mais il y a vraiment eu. On fait une très belle entame. Sincèrement, on fait une entame où on leur met un pressing où ils sortent pas de leur milieu de terrain pendant 10 minutes. Et puis après, ça, tu sais pas pourquoi, ça s'arrête. Non, le but un peu plus tard, non, il me semble. Non, le but arrive très vite. C'est au quart d'heure. Mais vraiment, juste après. Jusque-là, on leur met un énorme pressing où ils sont obligés de passer par leur gardien un nombre de fois pas possible, où ça essaie de sortir, mais ça n'y arrive pas. Il y a eu aussi une période où au milieu, que ce soit Canvo ou Caceres, pardon, dès qu'ils avaient la balle au pied, ils arrivaient à effacer leur vis-à-vis avec un dribble, 2 dribbles, et ils arrivaient à se projeter. Mais il nous a manqué toujours un truc.
Il y a l'action que je pense que vous avez le plus vu sur les réseaux, c'est celle où Canvo il fait une magnifique remise à Bouklal. Elle est criminelle, hein, c'est un plat du pied, il a juste à viser le poteau, ça voudrait être méchant. Celui-là, tu vois, pour moi, il marque. Pour moi, il est faisable. Un joueur pareil, il est censé marquer là et c'est pas le même scénario. Et à partir de là, on retombe dans nos travers, on fait pas assez de jeux et il y a eu des tentatives du coaching, mais ça n'a pas porté. En fait, c'est ça, c'est que j'entends ce que tu dis, mais j'ai l'impression que c'est un match qui est un peu terni par les erreurs individuelles et qu'on base notre jugement par ce prisme-là et que mine de rien, ça arrive à tout le monde de se trouer. Agdag c'est pas montré sous son meilleur jour. C'est pas la crise. Hein. Guillaume Rest s'est troué, ça arrive. Mais en soi, si on regarde le contenu, en termes d'occasion, en termes de maîtrise du ballon, ça se rend coup pour coup. Je trouve pas spécialement que Strasbourg était vraiment meilleur que nous. Ils ont profité de nos erreurs, mais sur ce qu'on a vu sur le terrain, je pense pas que c'était une équipe qui était vraiment meilleure collectivement ou peut-être sur quelques individualités devant. Parce que Nathan en a parlé, devant on a pêché, mais sur vraiment les deux équipes, je pense qu'on rejoue le match 10 fois, c'est vraiment 5 victoires de chaque côté, on n'est pas loin. Et t'as de quoi revenir aussi en fin de match où tu leur mets une pression avec Vincent de discuter. On se dit, tu sais que si Magri marque, tu sais que t'as de quoi aller, t'as ta balle de match pour aller gagner. Oui, tu peux les donc ça, on a eu le penalty, on aurait pu avoir le penalty, mais au final, voilà, on a eu le coup franc, ça s'est joué à peu de détails. Mais tu rentres. Le coup franc d'ailleurs. mais tu te mets dedans, comme tu l'as dit Vincent, au début il y avait un gros pressing, on sentait qu'on pouvait déranger cette équipe, et le fait d'encaisser 2 buts aussi rapidement sur des erreurs individuelles, derrière tu as le bloc de Strasbourg qui redescend. On sait que nous les blocs bas, forcément, pas les blocs bas, ils ont même pas joué trop bas à Strasbourg, je trouve, ils ont joué, mais tu sais que tu as toujours du mal à déranger un peu ce genre d'équipe bien en place, à trouver des espaces. Donc je pense que c'était pas du tout prévu d'être mené, c'est jamais prévu d'être mené 2-0 sur des erreurs comme ça, mais forcément ça te change un match, et c'est pour ça que tu te tires une balle dans le pied dès la première demi-heure, et tu sais que voilà, c'est jamais facile de revenir. Et après deuxième mi-temps, on sentait que c'était un coup de billard, c'est un peu comme le match à Lens, ça a tourné, tu vois, comme le penalty d'Abouklal. La pièce elle est tombée d'un bon côté à Lens. On a réussi à s'imposer dans un penalty. Là, la pièce, elle est tombée du mauvais côté. Donc, Et quand je parle des erreurs individuelles, c'est que ça fait partie du foot. Mais si on regarde vraiment ce qui s'est passé, c'est que Strasbourg, à un moment donné, se retrouve, avant que le 3e but soit refusé, avec quasiment 2 occasions, 3 buts en première mi-temps, ce qui est une réussite exceptionnelle, comme nous on a pu l'avoir sur les 2 derniers mois. Mais c'est pour ça que c'est quand même traître de se baser sur ces erreurs-là, qui forcément ça change l'enjeu du match, ça biaise l'analyse qu'on en a. Mais de là à dire que Strasbourg était vraiment au-dessus de nous, moi je suis d'accord avec Vincent, je pense que cette équipe était vraiment prenable, mais on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes sur ce match-là. Elle était prenable, hein, mais pour moi les erreurs individuelles, alors oui, c'est ça qui amène directement les buts, et encore que sur le deuxième, je suis pas hyper d'accord pour dire que c'est une erreur individuelle, dans le sens où pour moi toute la défense est à mettre dedans. Sur le deuxième but, on les regarde jouer, on leur laisse un temps dans la surface pour faire ce qu'ils veulent, c'est incroyable. Même 3e refusé. Et je parle même pas du 3e but, qui pour le coup dans la construction est juste magnifique. C'est un scandale celui-là. Ouais, mais dans la construction, par contre, attention. Il est beau à marquer, mais il est pas beau à prendre. Ah non, clairement, mais moi j'ai été sur certaines actions, j'ai trouvé cette équipe de Strasbourg assez, pas impressionnante, mais bluffante. Vraiment, dans leur capacité à se projeter vite, à nous faire mal. Et je pense qu'il n'y aurait pas eu ces erreurs individuelles, ils auraient quand même fini par nous mettre un but. C'est un match intéressant par contre, premier degré. Je pense que tu es amateur de football, tu le regardes extérieurement, tu passes un bon moment pour le coup. On se posait la question vendredi. Il y a beaucoup de gens sur le plateau qui ont annoncé un match plaisant à voir avec beaucoup de buts. Au final, c'est ce qu'on a eu. Et je pense que même si ça n'a pas tourné de notre côté cette fois-ci, on a quand même vibré. Que ce soit avec ce qui s'est passé sur le terrain ou avec les décisions qui ont été prises par l'arbitre et dans le camion VAR. Je ne sais pas si tu as envie de revenir dessus. C'est ton moment. Non, mais on en a discuté entre nous. J'ai l'impression d'être un peu seul sur ce combat. Je trouve, moi perso, que le but refusé c'est un peu raide, mais bon, si t'appliques en effet les règles au pied de la lettre, ça se comprend. Mais donnez-nous nos avis dans les commentaires de toute façon. Mais ce qui ressort de ça, c'est que à ce qui paraît, le règlement a été appliqué dans les 2 cas où la VAR a été visionnée. On a suivi le règlement. Non, mais c'est clean. Et moi, je ne vois pas forcément de scandale à proprement parler, mais j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de réactions qui allaient dans ton sens aussi. Donc la question se pose. En fait, je trouve pas que ce soit un scandale. Je trouve que c'est un peu sévère. Pour moi, Mackenzie action de jeu, je trouve le jeu de Strasbourg est plus sévère. Si je peux me permettre, j'ai revu un peu l'action au ralenti. En fait, pour moi, la position de Mackenzie n'influe pas sur le fait que le gardien n'aurait pas arrêté cette frappe de toute manière. Sûr, parce qu'il est quand même proche de il est très proche de lui. Moi, je suis d'accord sur toi sur le fait que c'est pas forcément une erreur manifeste. Pour moi, c'est dans le sens l'arbitre après décision sur le moment qu'il y a but, il y a but.
Il aurait pris la décision à ce moment de dire il y a hors-jeu, il y a hors-jeu. Tu vois, je trouve que c'est pas forcément si criant pour revenir dessus. La VAR, elle est plus totalement utilisée comme ça. C'est plus erreur manifeste. C'est ça qui m'agace un petit peu, c'est que dans le sens du jeu, l'esprit du jeu, l'arbitre avait accordé le but. Il la voit la position de Mackenzie, il voit qu'il est devant le gardien, il estime qu'il le gêne pas. Puis le gardien râle pas forcément. C'est la VAR, en plus. C'est ça, il y a aucun Strasbourgeois qui a réclamé. C'est une règle qu'on a quand même souvent tendance à oublier et que même les joueurs sur le terrain captent pas forcément. C'est un truc qui se joue sur un détail, tu vois. Tu dois voir au moment où le ballon part. Est-ce que le gardien est masqué? Est-ce que tu l'empêches d'intervenir? C'est quand même souvent même les joueurs l'oublient cette règle. Donc je comprends qu'il n'y ait pas forcément de protestation ou quoi. Mais encore une fois, je pense que, je sais pas s'il y a des réactions, Vincent, mais moi je trouve que parler d'arbitrage sur ce match-là, c'est un peu se tromper de combat. Il y a de quoi parler d'arbitrage tous les week-ends sur tous les matchs de Ligue 1 et peut-être que sur les 2-3 derniers matchs c'était plutôt de notre côté, à Lens c'était plutôt de notre côté. Cette fois c'est dans le sens inverse, mais encore une fois il n'y a pas à crier sur tous les toits au scandale, à mes yeux en tout cas. Clairement pas. Non, je suis d'accord. Puis c'est assez anecdotique. Ce que je disais sur le groupe, c'est que pour moi on mérite de perdre ce match même s'il y a cette décision. Est-ce qu'on se fait un petit coup de loupe pour analyser la deuxième prestation du Pichoun, Jaïdi Canvo, qui a démarré au milieu de terrain après sa bonne prestation face à Lens? Je pense qu'on peut dire qu'elle était bonne. Siro blessé, on se posait des questions, on en avait parlé dans le grand match. Zaitz pas en très bonne forme en ce moment. Jean-Ro qui démarre sur le banc. Au final, il se retrouve titulaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa deuxième prestation, sa deuxième titularisation consécutive? C'est bien. C'est bien. Bien complémentaire aussi, je trouve. Ça se trouve encore bien avec Caceres. Après, ce qu'on peut reprocher, c'est peut-être que ce soit de profils similaires. Alors, pour te quadriller un milieu de terrain à la récupération, c'est génial. Après, forcément, le ballon, qu'est-ce que tu en fais une fois que tu l'as récupéré? Ça, c'est un peu l'éternel débat dans cette équipe. Mais non, il fait un match très solide, je trouve. Il a beaucoup d'assurance. Je ne sais pas si sur le but de Strasbourg, il ne peut pas faire mieux, peut-être un peu dans le repli, parce qu'il y a un gros trou au milieu. Sur le deuxième? Ouais. Sur le deuxième but, j'ai pas forcément revu en détail, mais il me semble qu'il y a un gros trou au milieu, donc je me dis si c'est Canvo Caceres qui est censé quadriller la zone, il y a peut-être mieux à faire. Mais sinon, écoute, il a fait pareil, comme le match à Lens, il a fait ce qu'on lui demandait de faire. Très bon au duel, à la récupération. Et puis c'est bien, que ça dure, ça nous fait un joueur sur qui on peut s'appuyer dans l'effectif. Pour le moment, on n'a pas de recrue, donc Siro, s'il est blessé pendant 2 mois, on risque de le voir souvent. J'en profite, je te coupe 2 secondes. Oui. On a vu à la fois à l'entrée des joueurs et dans le virage brise des messages de soutien pour Niklas Schmidt qui s'est blessé grièvement cette semaine. Donc ligament croisé, on n'en a pas spécialement parlé, mais je crois que les joueurs sur l'entrée des joueurs avaient un maillot floqué à son nom, qui était dans le vestiaire aussi, et il y a eu un message de soutien du virage brise avec un chant qui a été entonné. Donc tu parlais de Canvo qui peut être une solution dans ce milieu de terrain. Mais au vu de cette blessure, pour le moment, c'est la seule que tu as. Par rapport à l'effectif. Tu parles Jean-Ro est puni. Mais Jean-Ro il est puni. Mais Jean-Ro c'est super sub, il aura ce rôle-là toujours. Il va sûrement jouer. Jean-Ro va falloir le faire jouer à un moment. En coupe demain. Ouais, peut-être. C'est à lui de prouver. T'es pressé toi? Après, c'est une bonne entrée après. Jean-Ro fait une bonne il n'a entrée. pas assez de minutes, 20 minutes, 15 minutes. Il a bouleversé le foot avec le temps de jeu qu'il a, je suis d'accord avec toi. Ouais, mais il fait ce qu'il peut avec le temps qu'il a, mais je trouve ça dommage de pas plus le voir. D'autant plus quand tu cours après le score, tu te dis, tu as 2 profils qui sont quand même relativement les mêmes et relativement défensifs. Tu peux te permettre peut-être de tenter un petit peu plus et d'apporter dans ce milieu de terrain autre chose que ce qu'on a vu sur les 50-60 premières minutes. Puisque Zaitch, on a bien compris, de toute façon, il vient juste pour jouer ces 2-3 minutes, il prend un peu d'argent, puis non, mais c'est horrible, je suis désolé. C'est une énigme quand même. Non, mais on nous l'a quand même vendu comme un mec, on a vu des trucs tourner, il met des buts de fou et tout, il sert à rien. Moi, je mets une pièce, Lamadi passe devant Zaitz dans l'entrée, dans les dernières minutes. La cote, elle a un 10, franchement. Non, mais c'est honteux, on l'embrasse. Il est payé par mois, mais franchement, je comprends pas. Moi, ce mec-là, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait là, je comprends pas. Après, c'est ce que je disais hier sur le space de Mediatolosa qu'on embrasse. Jaïdi Canvo, dans ce milieu-là, il a vraiment une carte à jouer. Belle interception. Bien joué, Joël. Et j'aimerais bien le revoir face à une équipe qui a un peu plus de répondants au milieu, où c'est un autre contexte. Puisque que ce soit contre Lens, on a beaucoup défendu, on a beaucoup subi. Là, c'était l'inverse, on a couru après le score très vite, donc on s'est beaucoup projeté vers l'avant. On avait fait des choses que je le pensais pas capable de faire. La fameuse action pour Abouklal, il se projette vers l'avant, il essaie d'amener un peu plus de verticalité dans son jeu. C'est encore un peu timide.
Et puis jouer à côté de Caceres, ça doit lui faire aussi beaucoup de bien quand même. Mais voilà, face à une équipe où le match est un peu plus disputé, où on court pas après le score très vite, même quand il redescend en défense et que Jean rentre, c'est un moment où on est tous centrés vers l'attaque et où on envoie tous les ballons devant. Donc c'est difficile de juger. Je pense qu'il y a encore des choses à voir chez JD Canvo qu'on soupçonne pas forcément. Donc les pitchouns, c'est toujours bien quand ils jouent, surtout quand il y a une place à prendre. On peut peut-être passer au top et flop, sauf si vous avez quelque chose à rajouter sur le match, sur les individualités. Bah moi juste pour terminer sur Canvo, c'est en effet c'est bien ce qu'il fait, mais je me demande si est-ce que ça va être suffisant d'avoir ces deux profils là qui se recoupent beaucoup jusqu'à pour pallier l'entièreté de la blessure de Siro qui va être longue. Moi je pense qu'on coupera pas à une petite recrue au mercato à ce niveau-là. Non, parce que si Siro c'est 2 mois, mais s'il nous fait une Nicolaisen où c'était 1 mois et finalement ça dure, ça peut être dangereux de juste être avec ces deux-là. Moi pour moi il va falloir quelqu'un. C'est nécessaire. Ouais. Ben, on est en plein mercato de toute façon, mais ça n'a pas l'air heureusement, mais bon. C'est un peu, c'est triste à dire, mais c'est un peu la période où tu es le plus à même de réagir quand il y a ce genre d'événement qui survient. Donc, est-ce que c'est prévu? Est-ce que c'est dans les tuyaux? Tu vois ça Toi qui es dans la finance, tu ferais une recrue au milieu de terrain du coup? Prendre un petit jeune qui arrive de région parisienne, là, promoteur. Sympa, on nous demande dans le chat si Savani est libre ou pas. Je vous l'offre, ouais. Mais il faut payer les 2 syndicats, attention. Hein. La paire, la Savanier-Ferry, là, hop. Ah, putain, je t'envoie Caserif, je t'envoie tout ce que tu veux. En tout cas, le ferry a coulé à Montpellier. Joli. Cette émission, le niveau s'améliore de jour en jour. C'est incroyable, c'est incroyable. Top flop, messieurs, peut-être qu'il y aura moins de top que de flop cette fois-ci. On Caceres, peut commencer par les joueurs. Toujours bon, il est toujours là dans l'impact, il court. Moi j'adore ce joueur. C'est le mec dont tu as besoin dans ton équipe pour un peu plus haut. Ouais. C'est le seul qui se démarque positivement, je dirais. Parce que les autres, c'est sans être catastrophique, les autres. À part Agdag et. Moi j'ai toujours Cresswell qui est un peu chouchou quand même. Il est dessus quand même. Cresswell a été mis en difficulté, on l'a vu à la course notamment sur 2-3 actions, mais il s'est pas échappé, il a gagné ses duels habituels. Donc, Mais sur le but, t'as deux. Putain, je sais plus qui c'est qu'il y a sur le but. Le deuxième, t'as Agdag forcément, mais je sais pas si t'as Cresswell aussi impliqué avec Soiseau. J'aurais mis Soiseau en top, mais impliqué aussi sur le but. C'est qu'Agdag il fait un appel contre appel dans sa propre surface qui est incroyable. Je comprends pas. Les Caceres, match pas trop. Dur de dégager quelqu'un d'autre à part Caceres. Ouais. Oui, après devant, j'ai bien aimé le match de Joshua King. Peut-être parce que ça faisait longtemps que j'avais pas été au stade et que de la télé c'est moins facile pour observer un peu les déplacements, la manière dont il déclenche le pressing. Je trouve que c'est un joueur qui a une vraie intelligence de jeu, mais qui reste muet, qui n'est pas forcément décisif parce que aussi il est pas mis dans les bonnes conditions. J'ai pas souvenir d'une vraie occasion ou quelque chose qu'il ait pu se mettre sous la dent, mais j'ai quand même bien aimé ce qu'il a fait dos au jeu et aussi dans le déclenchement du pressing. Je trouve qu'on n'était jamais à contre-temps, donc c'est quand même quelque chose à souligner. Et j'avais bien aimé aussi le premier quart d'heure d'Abouklal sur, je trouve qu'il remue devant, ça passait beaucoup côté droit. Il a eu des occasions. Oui, mais devant ça passe beaucoup côté droit. Ses appels étaient bons, je trouve. Dans le dos de la défense où on envoyait pas mal de longs ballons. Ça paraît avec Donum. Mais après malheureusement, du moment où on a encaissé les buts, offensivement c'était beaucoup plus compliqué. Donc voilà. Les flops, on parle beaucoup de Humit, Akdar depuis le début. T'es obligé. C'est le premier nom qui sort forcément. Beau, c'est le flop sur. Non, c'est anniversaire donc non, ça va. Il sera flop quand même chez moi. Je suis d'accord. En fait, je sais pas si c'est du fait qu'il est moins les clés de l'attaque et du coup il est moins rayonnant, donc il est frustré, donc il veut faire plus, ou il fait toujours pareil mais ça passe moins, mais il va falloir qu'il se remette un peu en question et simplifie ton jeu. Moi je dis, j'ai sauté du train de Beau en marche. Tant pis. Pour le moment. Après, là, il peut revenir, il est dans un creux. T'avais pas de billet, il y avait un contrôleur, il s'est passé quoi? Tout. Non, mais je trouve qu'il a vraiment du mal à retrouver le niveau qu'il a eu l'an dernier, et je trouve qu'il en fait trop. Il veut trop en faire tout le temps. Et maintenant, le problème, c'est qu'il est observé. Je pense que quand les adversaires préparent un match contre nous, c'est quand même un des dangers numéro 1 qui est identifié, c'est Yann Beau. Et je trouve qu'il a beaucoup de mal à se réajuster et à tout simplement ajuster son jeu à l'opposition et à jouer plus simple, je sais pas. Moi, je dirais qu'il a qu'un registre et quand ça passe pas, il continue. Il y a un petit syndrome Soiseau chez lui. Donc syndrome Soiseau, c'est le mec qui arrive qui pendant. C'est le retour du professeur Data. Oui. Parlons-en. Pendant 6 mois, Soiseau, qui est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe, qui te porte.
sur la Coupe de France, je pense à l'époque, Soiseau te porte vers le titre aussi, avec son leadership et tout. Et Gbo a eu ce rôle-là l'an dernier, lorsqu'il arrive au Mercato. Donc dans un marasme offensif, ta lueur d'espoir, c'était lui. Et effectivement, on a toujours ces creux chez les joueurs. Alors là, ça fait quand même 2-3 mois que ça dure chez Gbo. Mais pour moi, ça passera par un but, ça passera par... il faut qu'il restate, tout simplement. Il faut qu'il restate et ça le libérera, je suis persuadé. Si je dis pas de conneries, je crois qu'il a la phase aussi enfant en bas âge, en très très bas âge. Donc ça peut-être les nuits c'est un peu compliqué. Je sais pas si ça joue, mais des fois, tu sais qu'on parlait de ça pour Suazo. C'était compliqué, mais Suazo est revenu, donc pourquoi pas. Ouais. Ça reste un joueur qui peut revenir en forme. Moi, je pense, faut pas enterrer le mec. Et il y a juste un dernier flop, on en a pas eu tout parlé, même si bon, il glisse, ok, mais bon, le pauvre il te coûte le match. Après derrière il fait un ou deux arrêts importants sur le but refusé et le but de Guillaume Rest, pardon. Voilà, après, moi j'ai été le premier à dire il a besoin de vacances, il m'a prouvé que finalement il n'avait pas besoin. Et là, écoute, il glisse. Beaucoup ont glissé aussi. Voilà, beaucoup ont glissé. Mabiazi est pas sur. Enfin, il est de l'autre côté. Ce qu'on disait avec Sacha, il plante un peu, il veut reculer, il glisse. Bon, écoute, ça arrive sur des matchs. Il y a un problème d'attitude quand même quand il y va au ballon, il est d'une nonchalance. Ah, ça c'est son style. C'est son style. Ça c'est son style. Mais limite, je l'ai vu arriver en fait. Quand je vois sa course vers le ballon, Après, je me dis, il va faire une dinguerie. Première grosse erreur de Rest sous le maillot. La première grosse, je parle, la grosse bourde. Comme ça, oui. Il a déjà fait de main, mais pas comme ça. Oui, c'est des boulettes. Voilà, la première. Après, grâce à lui, Emilga passe ballon d'or. Tous les gardiens sont passés par là, donc voilà, malheureusement. C'est une erreur d'appréciation, bon, ça arrive à tous les gardiens. Ça arrive. Mais oui, tu as raison. Mais tu es obligé de le mettre parce qu'il met Strasbourg dans les bonnes. Ça change forcément la manière dont tu appréhendes le match et ça plombe un peu le début de match et tu te retrouves très vite à courir après le score. Donc non, tu as raison. Et puis personnellement, il m'a rappelé des bons souvenirs avec Ali Hamada dans les buts. Peut-être un hommage. Voilà, on l'embrasse. Ali, qui est très gentil en plus. Oui, ça c'est vrai. Macap qui morde. Allez, je pense qu'on a fait le tour sur ce match. On va pouvoir parler de ce qui nous attend dès demain soir parce que le TFC revient au Stadium dès demain avec la Coupe de France et le match contre Laval. C'est fini, c'est terminé. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France 2023. TFC Laval, c'est demain à 18h30. On remercie évidemment tous les diffuseurs et toutes les instances pour un tel horaire. On espère qu'il y aura quand même du monde qui va se déplacer au stade et on a eu aujourd'hui de la part du TFC le groupe qui disputera, qui se rendra au stadium pour disputer ce match. Vincent, est-ce que tu l'as sous les yeux? Ouais, beaucoup de surprises mine de rien puisqu'on n'a pas notre gardien espagnol Alex Dominguez, on aura Justin Lac comme Mathis Niflor et Guillaume Rest dans le groupe. En défense, Mackenzie, Messali, Cresswell, Metali, Agdad, Soiseau, donc assez similaire pour le coup à ce qu'on a eu ce dimanche. Les milieux, Jean Rod, Onum, Zaid Caceres, Saka, Canvo. En attaque, Aboukal, Magribo, King Zuliani, Babika. Donc on n'a pas de retour des absents qui étaient absents dimanche et on a des autres absents. On nous a vendu la grippe à Strasbourg, je crois que en fait on l'a récolté nous. Hein. Peut-être. Je sais, il n'a pas eu de formation pour le moment sur le. On est d'accord, il n'y a pas Zaitz si, il y a Zaitz. C'est toi qui ne veux pas l'entendre, mais il jouera 3 minutes. Il jouera 3 minutes. J'ai cru ne pas l'entendre. Je ne sais pas si son forfait minutes compte en Coupe de France aussi. Non, je pense que les primes de match c'était que le championnat. Donc normalement on ne doit peut-être pas le voir. Rapidement, 2 mots, qu'est-ce qu'on attend de ce match? La qualif ou peut-être un peu plus est-ce qu'on veut se rassurer après le match de dimanche? La qualif, il faut se qualifier. Je veux vibrer la qualif, moi. Je m'en fous du jeu. Faut aller, c'est de la coupe, c'est de la coupe, faut y aller, il faut continuer. Écoutez, on vous souhaite d'avoir raison. En tout cas, la qualif, c'est ce qu'on attend de la Coupe de France. Hein. On le répète, on est en lice en Gambardella, on est en lice chez les filles, on est en lice chez les pros. Donc si on peut faire un petit parcours, on va pas s'en priver. Et pourquoi pas, on va lui souhaiter un petit but pour Magri quand même. C'est vrai. J'aimerais bien qu'il marque le poste qui me fait quand même de la peine sur le terrain. Là, tu sens que le but qu'il met, ça va un peu le libérer. Et hop, on te dit non, mon grand, tu vas pas marquer, on va attendre un peu. J'espère pour lui qu'il arrivera à marquer pour se relancer, quitte à être prêté derrière. Mais voilà, il devrait jouer. J'espère pour lui. Il mérite. Ça va pas être un mauvais mec en tout cas. Surtout que là, s'il joue pas là, c'est fini. Bon, j'ai hâte de voir qui va être gardien aussi. On va parler de ce match, mais on va surtout accueillir notre invité pour parler du Stade Lavallois. On a Simon normalement qui devrait être avec nous, supporter du Stade Lavallois. Est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Impatient de voir le match de demain. Simon, tu es membre du Space Allo Tango, donc est-ce que tu peux te présenter et nous parler un petit peu de tout ça, de ce que tu fais dans ce cadre-là?
Ouais, bah écoutez, en fait, le Space Allo Tango, c'est une émission qu'on a tous les dimanches soirs à peu près sur Twitter, qui est animée par donc un ami à moi, supporter du Stade Lavallois évidemment, et moi j'ai l'occasion d'intervenir dans à peu près toutes les émissions. Je suis assez fidèle au poste. Bah justement, tu vas pouvoir nous parler un petit peu de cette équipe de Laval. Nous, je t'avoue qu'on a vu le tirage, on était forcément contents de jouer à domicile et de jouer contre une Ligue 2. Qu'est-ce que ça donne cette saison, le Stade Lavallois? On se rappelle que la saison dernière, ça a joué le haut de tableau pendant assez longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette demi-saison? C'est quoi les ambitions sportives? Eh ben, les ambitions sportives, je pense que quand on s'appelle le Stade Lavallois, qu'on reste un budget assez modeste de Ligue 2, ça reste chaque saison d'assurer le maintien le plus tôt possible. Après, comme tu l'as dit, l'an dernier, on a eu une très très belle saison. On a quand même été leader du championnat pendant, si je ne m'abuse, 13-14 journées. On s'est un petit peu écroulé sur la fin, mais ça reste une saison où on a beaucoup appris, notamment à jouer un petit peu les premiers rôles en Ligue 2. Et cette saison, on a mal commencé. On a commencé la saison plutôt très timidement. On avait que, je crois, 2 points en 3 matchs. Et ça s'est ensuite un petit peu débloqué. Je trouve qu'on a une équipe peut-être qui a un peu plus de banc que l'an dernier. Et on reste notamment là, dernièrement, sur une série de 7 matchs sans défaite. Et on était à 4 victoires de suite avant notre match nul face au Red Star le week-end dernier. Donc on va dire qu'on a une équipe qui a plutôt trouvé son rythme, j'ai envie de dire. Donc voilà, ça a commencé timidement cette année, mais on commence un peu à trouver notre rythme de croisière. Et les objectifs, ça reste, comme je vous l'ai dit, le maintien rapide. Et puis j'ai envie de dire, l'appétit vient en mangeant. On verra si on peut, pourquoi pas, accrocher les barrages en fin de saison. Ça nous ferait plaisir. Mais voilà, ça va être acharné dans cette Ligue 2 où tout le monde peut battre tout le monde, quoi. C'est le charme de la Ligue 2, nous on connaît bien ça. Mais en dehors de la Ligue 2, il y a cette Coupe de France. Est-ce que tu peux nous résumer le parcours de Laval jusqu'à présent et surtout nous dire comment vous avez accueilli, vous, ce tirage de Toulouse à l'extérieur? Eh ben, dans un premier temps, notre parcours en Coupe de France, il est assez cocasse pour le moment, puisque on est passé tout bonnement 3 fois au pénalty. Le premier tour, si je ne m'abuse, ça y est, je vais avoir un trou de mémoire. En tout cas, le deuxième tour, c'était face à Concarneau à domicile, une équipe de nationale. On est passé au tir au but, 2 partout au bout du temps réglementaire. Le dernier match, donc avant le tirage au sort qui nous a fait tirer Toulouse, on est allé à Mérignac, donc pas très loin, enfin en tout cas plutôt dans la banlieue de Bordeaux, et j'étais présent au match et c'était un calvaire. Le terrain était extrêmement compliqué, je crois un peu comme le terrain qu'a eu le Toulouse FC au dernier tour. Ouais, c'est un peu ça. On est aussi passé... C'est un match bourbier vraiment. Alors on était quand même passé une DH, donc on aurait dû mieux faire. Mais on est passé au tir au but, après 0-0 au bout du temps réglementaire. Donc 3 qualifications au tir au but face à des équipes de rang inférieur. Et ensuite, pour répondre à ta question sur le tirage de Toulouse, on est quand même plutôt satisfait. Nous, on voulait tirer une équipe supérieure, j'ai envie de dire, pour nous mesurer à ce qui se fait de mieux, j'ai envie de dire. Mais après, on est très déçus de ne pas pouvoir recevoir de notre côté, évidemment. Sachant que ça fait peut-être plus de 10 ans que Laval a pas reçu de Ligue 1 à domicile, et ça aurait pu, évidemment, être un bel événement chez nous, quoi. Écoute, si je résume, en championnat, il y a un espoir de croire peut-être au barrage, et en coupe, il y a un espoir aussi de la qualif, surtout si ça va au tir au but contre nous. Donc ça risque d'être un match intéressant. Ouais, complètement. Je pense que... Alors évidemment, nous, on a fait l'exploit l'an dernier de se qualifier à Nantes. On avait gagné 1-0 là-bas en 32e de finale. Donc je pense que sur un match, on est capable de faire de bonnes choses. Après, évidemment qu'on sait que Toulouse va être une équipe déjà mieux placée que Nantes l'an dernier à la même époque en Ligue 1. Et donc que ça va être un match compliqué. Mais j'ai envie de dire, on a la chance d'être entraîné par un banc d'entraîneurs ancien toulousain, Olivier Frappoli, qui a, pour la petite histoire, joué la demi-finale Toulouse-Laval en 1993. C'était un quart de finale et Laval avait fait l'exploit de passer. Donc voilà, si ça pouvait être le même scénario, évidemment, j'en serais ravi, mais on verra ça demain, quoi. Je t'avoue que c'est des noms qui sont un peu trop vieux pour moi. On fera tourner aux plus anciens de l'équipe qui ont certainement le sourire en entendant ces mots. Question sur le groupe lavallois, sur l'équipe qu'on devrait voir mercredi. Tu nous dis que il y a une série d'invincibilité en championnat aussi. Est-ce que la Coupe de France c'est un vrai objectif pour Laval? Est-ce qu'on aura l'équipe type face à nous au deux mêmes, tu penses?
On a forcément la problématique des 3 matchs en une semaine. On a joué évidemment vendredi dernier. Bon, ça reste toujours, on a toujours eu plus de récupération que Toulouse, qui a joué dimanche. Mais donc je pense qu'il y a une chance quand même que notre entraîneur Olivier Frappoli mette l'équipe type. Après, il y aura quelques changements par rapport au dernier match. Mais par rapport au groupe, on a un groupe plutôt complet, mais quand même malheureusement, j'ai envie de dire, une complication en défense, dans le sens où on a nos 2 défenseurs centraux, qui sont gauchers, qui sont blessés. Et donc, il y a plutôt du dépannage en ce moment avec William Kokolo, donc, qui est notamment normalement notre piston gauche, qui fait du dépannage en défense centrale. Donc, on a une défense centrale à 3. On joue avec 2 pistons et 3 défenseurs centraux. Et donc, le latéral, qui est normalement piston gauche, joue en défense centrale. Et j'ai peur que face à une Ligue 1, ça puisse peut-être être plus compliqué qu'en Ligue 2, quoi. Justement, tu nous parles des absents, du bricolage qui se fait un petit peu. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur les points forts et les points faibles de cette équipe de Laval sur cette saison, peut-être les joueurs à suivre ou les choses dont on devrait se méfier, nous? Je suis obligé de mentionner Sam Sana, que pour le coup... ça remonte à moins longtemps qu'Olivier Frappoli en 93. Je pense que Sana, c'est vraiment un joueur qui fait l'unanimité chez nous, qui est très très régulier depuis qu'il est arrivé au Stade Lavallois. La première année où on est remonté il y a 3 ans, on est remonté de national. C'est un joueur qu'on adore, nous, qui est quand même, qui a beaucoup d'abattage, qui est très fin techniquement, qui est capable de marquer des buts. Cette saison, il a déjà marqué 2 buts. Donc au milieu de terrain, c'est un petit peu notre chouchou, j'ai envie de dire. Après, on a fait pas mal de recrues assez intéressantes qui viennent un peu de nulle part. On a un Malik Selouki au milieu de terrain qui est plus offensif que Sana, qui joue plus dans un poste de milieu offensif central et qui est assez fin techniquement, qui a déjà marqué 5 buts, je crois, 4 passes décisives depuis le début de saison. Quand je dis qu'il vient de nulle part, c'est qu'il vient de D2 hollandaise. Donc, on connaît bien ce genre de joueur, nous. Ah oui, bien sûr, avec le recrutement data. Ouais. Et je vous parlais de William Kokolo qui fait du dépannage en défense centrale. C'est dommage, j'ai envie de dire que c'est dommage qu'il fasse du dépannage là, parce que sinon il est très très bon au poste de piston gauche depuis le début de saison. Lui c'est pareil, il vient de D4 anglaise et c'est vraiment une très très bonne surprise. Il est très rapide, très véloce. Et j'ai envie de dire que devant, évidemment, on a du Malik Chokunte, qui est un vieux roublard de la Ligue 2, qui est vraiment un joueur, je pense, sous-coté en Ligue 2, qui est vraiment... qui fait un travail incroyable à chaque match de récupération. Il est capable de garder les ballons devant et de marquer, quoi. Et puis un très bon gardien, évidemment, qui est normalement Mamadou Samassa. Mais demain, ça sera le 2e gardien que le coach aime bien aligner en Coupe de France, parce qu'il fait aussi des très bons matchs, et qui est Maxime Aubois, un joueur formé au club. Écoute, tout un tas de noms que je t'avoue, ça fait plaisir de réentendre, des joueurs qui ont marqué quand même. Tu parlais des roublards, la Ligue 2, c'est un peu le mot qui me vient à l'esprit. Juste avant de passer au pronostic, pour finir, comment est-ce que tu nous vois, nous, est-ce que tu as un œil extérieur peut-être sur le TFC, est-ce que tu suis nos performances, comment tu abordes ce match, comment tu analyses notre club tout simplement? Déjà, personnellement, je suis très content de rencontrer Toulouse. Moi, c'est un club qui personnellement m'attire beaucoup de sympathie, qui aime bien faire confiance aux jeunes, qui a sorti beaucoup de très bons jeunes ces dernières années. Donc c'est un club que j'aime bien suivre aussi pour ça. Et sinon, j'avoue qu'en fait, j'ai l'impression que, comme on parlait du recrutement, vous avez chaque saison, c'est vrai, des joueurs que personne, en tout cas, que tout le monde apprend à découvrir. Donc j'avoue que depuis le début de saison, j'ai du mal à situer votre équipe. Dans le sens où, alors je pense qu'elle se maintiendra évidemment sans trop de soucis. Enfin, évidemment, je ne vais pas vous porter la poisse, mais après, je ne sais pas dans quelle mesure elle est capable vraiment d'aller plus haut. Mais en tout cas, j'ai entendu dire que vous aviez une très très bonne défense, et je pense qu'il faudra qu'on soit vraiment bien inspiré pour vous marquer un but demain. Surtout qu'on sera à l'extérieur et ça sera pas chose facile. Mais non, très content personnellement d'affronter Toulouse. Et puis voilà, j'ai parlé de Frappoli, de Sana, on a pas mal d'anciens Toulousains dans l'équipe, donc je pense qu'ils seront contents aussi, évidemment, d'affronter Toulouse devant leur famille, etc. quoi. Merci beaucoup, Simon. Est-ce que rapidement je peux te demander ton prono pour demain peut-être? Alors j'avais donné mon prono justement dans l'émission Allo Tango, et j'avais été assez pessimiste concernant Laval. J'avais dit une qualification, je crois, 2-1 de Toulouse. Mais un bon match, un match correct des Lavallois, mais bon, une victoire au final 2-1 de Toulouse. Voilà. Écoute, je vais pas te mentir, ça nous va très bien, donc on verra bien ce qui se passe. En tout cas, je te souhaite bon match et merci d'avoir été avec nous.
On espère que tu te régaleras tout autant que nous. Et puis si jamais tu es de passage au stadium dans les mois, les années qui viennent, n'hésite pas à nous faire un coucou. Eh ben, c'est très gentil. J'aurais bien aimé être là demain, mais c'est compliqué en semaine à 18h30, évidemment. On comprend évidemment. Un petit peu de la Valois quand même. Compliqué déjà. Et nous on habite là, on pourra pas oui. Merci à toi. Merci beaucoup. Bonne soirée, ciao. Et bon match. Merci, bonne soirée. Allez, c'est déjà la fin de cette 340e émission. On espère que vous êtes régalés avec nous. On espère que vous pourrez aller au stade demain. Tout le monde n'aura pas cette chance. Mais on souhaite quand même que vous puissiez suivre ce qui va se passer. On souhaite la qualif à notre club et on souhaite qu'on aille le plus loin dans cette Coupe de France. On y a déjà goûté. On espère qu'on va pouvoir remettre la table et puis se régaler à nouveau. Je remercie toute l'équipe autour de moi. Je remercie Vincent, je remercie Ben qui fait sa rentrée sur les antennes de la feuille de match. Je remercie Nadia en cabine, Nathan et Clément avec un magnifique journal des prêtés. N'hésitez pas à faire les clips. On se retrouve demain au stade ou vendredi pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao.